Bon, eh bien, tout d'abord, je voulais vous remercier de tous ici présents d'avoir accepté à la fois pour les participants d'accepter de participer à ce dernier atelier de ce programme dont je dois faire l'introduction, mais je vais d'abord me présenter et puis vous dire aussi ce pourquoi je suis là. D'abord, je suis là pour introduire Florence, qui va conduire cette journée qu'elle a initiée, pensée, et qui conclut un cycle de 4 ateliers qui se sont déroulés à l'Institut national d'histoire de l'art autour d'un programme qui s'appelle Globalisation, art et prospective. Alors ce programme est l'un des programmes du domaine dédié aux questions de la mondialisation dans sa relation à l'art dans les aires géographiques non européennes. On va dire non européennes. Ce domaine, il a été initié à l'INHA il y a une quinzaine d'années et il me semble qu'il n'a pas pris la dimension non européenne en connaissance des enjeux majeurs que le travail sur ces aires a révélés. Il y a une quinzaine d'années, ce choix n'a pas été d'une certaine manière pensé parce qu'on était conscient que travailler sur ces aires non européennes allait révéler un certain nombre de données conceptuelles et on pourrait même dire qu'on n'avait pas pris en compte non plus que travaillant sur ces aires, tout un champ du savoir en histoire de l'art allait en être bouleversé. Il fallait, à ce moment, me semble-t-il, ne pas trop montrer que l'on n'assumait pas, ici, la prise en charge d'une réflexion sur les productions artistiques de ces zones au même niveau d'intensité critique ou patrimoniale que les productions européennes. J'en veux, pour exemple, ce qui s'est passé à un moment d'une présentation qui avait eu lieu il y a quelques années ici. C'est un domaine, ce domaine dédié aux productions non européennes, donc vous imaginez l'espace géographique dont il le relève. Il s'est vu exister, mais sans moyens de développement et de visibilité littéraire, on pourrait dire et critique, durant plus d'une décennie. Et je me souviens qu'un jour dans cette maison, il y avait une réunion sur le recensement des tableaux italiens, et c'est une dizaine de personnes qui étaient présentes. Et moi, je présentais en fait le reste du monde et nous étions 2. Évidemment, tout cela a changé. Aujourd'hui, les choses se sont rééquilibrées, mais c'est du fait surtout de la validité des présupposés que nous énonçons sur les savoirs constitués en Occident, sur les documents qui nous sont révélés et qui viennent soutenir ces présupposés. Je veux par exemple parler des différents corpus dédiés à la critique dans les Caraïbes ou sur le continent africain ou à la réévaluation des productions dites non occidentales. Il me semble que ce rééquilibrage, il est surtout induit par le fait qu'on a quand même acquis le fait qu'un certain nombre de présupposés avaient masqué, limité la visibilité de ces productions. Mais surtout, ce rééquilibrage n'aurait pu se faire sans la forte demande d'une nouvelle génération qui, par son identité, descendant de migrants, issus de communautés diasporiques, fruits d'exils nombreux, issus des continents américains, africains et asiatiques, européens en mobilité, donc sans cette génération issue de migration, qui a formé une communauté d'individus, acteurs et chercheurs ou artistes et critiques, qui a su rencontrer cette génération et faire sienne la dynamique instruite par la déconstruction et qui, nous le savons, a par capillarité contaminé tout le champ du savoir. C'est dans le souci de faire exister cette dynamique en France et au sein de notre institution qu'a été validé le principe de constituer un collectif de chercheurs et acteurs de la scène artistique spécialistes d'espaces territoriaux et culturels non européens et de lui donner les moyens pour mener à bien ses travaux. Ces moyens sont assez limités, mais ils existent et je remercie infiniment Florence d'avoir su coordonner ce projet, ce collectif et de venir conclure cette année par cette journée une série de travaux. Alors ce groupe est nécessairement polyglotte et il est amené à devoir se recomposer, se densifier, mais il est à ce jour composé d'une chercheuse, Marie-Laure Alain-Bonilla, qui est une spécialiste des théories postcoloniales et qui a travaillé sur les corpus sud-africains. Elle est à l'université de Bâle. Lotte Arndt, qui a travaillé sur des corpus critiques et des revues africaines. Elle en a fait un ouvrage assez remarquable qui s'intitule « Les revues font la culture ». Elle enseigne aujourd'hui à l'École supérieure d'art et de design de Valence. Elle est aussi commissaire d'exposition. Estelle Bory, qui est une spécialiste de l'histoire contemporaine artistique chinoise. Bien évidemment, elle écrit et parle le mandarin.
Mika Gegeshku, qui est une des têtes chercheuses de la bibliothèque Kandinsky, qui a une maîtrise des corpus contemporains. Émilie Goudal, qui est une spécialiste de l'Algérie contemporaine et de la dynamique artistique qui s'est opérée au moment des indépendances, et plus spécifiquement en Algérie, au tournant des années 60-70. Mais aussi, elle travaille sur des aspects un peu extra-artistiques comme la question à la fois de l'écriture de l'histoire et de la mémoire concernant ce conflit et sa guerre et en même temps sa prégnance dans le territoire français. Morad Montazami, qui est un spécialiste en fait pour la tête moderne aujourd'hui des productions artistiques en Nord-Afrique et en Asie de l'Ouest. Devika Singh, qui est une des spécialistes des modernités indiennes, qui est rattachée à l'Université de Cambridge, et Annabella Tournon, qui est rattachée à l'EHESS, à l'École supérieure d'art de Bourges, qui est une des spécialistes de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les conceptualismes du Sud. Et je dois dire aussi que ceux qui font vivre ce programme, ce sont des doctorants chargés d'études, en l'occurrence aujourd'hui Ariane Temkin, Stéphane Gessler, mais aussi surtout un remarquable moniteur, parce que tout ce que nous faisons a à voir aussi avec ce qu'on pourrait appeler des corpus critiques, dont je vous parlerai, Esteban Sanchez, sans oublier Aline Piguin et Alix Chaguet, qui ont travaillé à ce programme. Ce collectif, appelé aussi Observatoire, Globalisation, Art et Prospective, par ses compétences et son travail collaboratif, a pour ambition, dans un premier temps, d'identifier les manques épistémologiques à combler dans la production artistique contemporaine, et ainsi de distinguer les approches existantes dédiées à une meilleure compréhension d'une histoire mondiale de l'art. Alors je ne vais pas résumer tout son travail, je dirais qu'on a été amené à travailler sur l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Amérique centrale et du Sud, l'Asie, l'Asie de l'Ouest, les mers Caraïbes, océan Indien, Pacifique et territoires autochtones, qui sont plutôt les spécialités, en plus, vraiment, de Florence. Et avant de lui donner la parole, parce qu'elle a aussi pensé à instruire cette journée, j'aimerais juste rappeler les 3 ateliers qui ont précédé. Le premier, qui a été instruit par Morad Montazami, qui s'intitulait « Entre situation des musées irakiens, relecture du modernisme et art contemporain », et qui a une spécificité, c'est de penser l'archive, et je vais y revenir, de la modernité arabe. Le travail ensuite de Annabella Tournon, qui a été présenté ici le 6 octobre, Histoire et théorie de l'art des Amériques en France, esquisse de généalogie, et qui interrogeait les liens tissés entre intellectuels et artistes des Amériques et de la France, mais également l'oubli et la non-réception des corpus critiques de l'art et la théorie de l'art des Amériques. Plus récemment encore, le travail de Devika Singh, Académie et contre-académie en espaces coloniaux et indépendants, qui s'est déroulé le 14 novembre et qui s'intéresse aux académies et réseaux alternatifs déjà mis en place pendant le colonialisme et qui ont, parfois de manière confidentielle et souvent irrévérencieuse, contribué à renverser l'autorité coloniale. Avant de vous présenter Florence, j'aimerais dire un dernier mot sur le travail de l'archive que nous constituons l'INHA. Les théories postcoloniales est plus proche de nous une certaine actualité aujourd'hui critique vis-à-vis de ce que l'on nomme le décolonial. Les dynamiques propres aux pensées décoloniales et à la colonialité comme matrice du pouvoir. Alors, je me permets de rappeler ça parce que j'ai été hier toute la journée à Nanterre auprès de Walter Mignolo, qui était présent et qui était aussi là pour accepter de discuter ce concept qu'on appelle la colonialité. Et j'aimerais dire en fait que ce travail sur ce qu'on nomme les pensées décoloniales, il est l'avenir de nos bibliothèques et de nos centres d'archives. Pourquoi ? Parce que ces travaux induits par les théories postcoloniales nourrissent une certaine dynamique qui, me semble, nous anime tous ici et qui a trait à ce que nous faisons en somme et qui consiste à participer de la création d'une nouvelle archive. D'une autre archive, et qui ici aujourd'hui elle a aussi pour fonction de traiter de l'émancipation, parce qu'on va en parler, et de l'apport des luttes africaines-américaines aujourd'hui au Japon, nous ne sommes pas dupes non plus de ce que l'émancipation est aussi un concept qui se doit d'être pensé dans sa constitution et ses effets. C'est un peu ce que nous enseignent quand même ce qu'on appelle les théories décoloniales. Nous sommes engagés à mener ce travail de l'archive dans le silence des bibliothèques.
Ce qui signifie par là que les attaques répétées et constantes que nous recevons aujourd'hui sur ou contre le postcolonial ou les théories décoloniales sont, il me semble, des attaques qui sont en fait dénuées de toute dimension critique ou intellectuelle qui nous permettrait de devoir y répondre, en ce sens où le travail de l'archive est d'abord un travail d'une nouvelle archive. Et il est important de rappeler que si cette journée qui prend pour point de départ la réception des discours d'émancipation nord-américains au Japon et qui examine leur constitution à un modèle subversif de rénovation sociale, je tiens à dire que, évidemment, tout ce que nous traitons ici et qui donne lieu à des enregistrements donne lieu à des constitutions de corpus ces corpus sont à la disposition des chercheurs dans notre bibliothèque. C'est d'abord un établissement qui met à disposition un peu plus de 250 000 ouvrages en accès libre sur des aires géographiques qui, il y a encore peu, étaient peu présents dans nos bibliothèques d'histoire de l'art. Alors, je conclus rapidement cette présentation du domaine pour revenir à ce pourquoi je suis là. En fait, j'aimerais rappeler qu'une des spécialités de Florence Duchemin-Pelletier, c'est d'abord un travail qu'elle a pu faire sur les communautés autochtones, et elle s'est toujours dit auprès de moi spécialiste de l'art inuit. Donc j'insiste profondément là-dessus, mais une des raisons qui fait qu'elle nous a rejoints, c'est qu'elle a amené avec elle un questionnement, en fait, une connaissance sur ce qu'on... d'emblée, nous avons, pu énoncer comme le transfert culturel, l'évaluation des objets, qu'est-ce que c'est qu'un objet d'art primitif, qu'est-ce que c'est qu'un objet d'art évalué selon des propositions qui diffèrent de l'art primitif, et aussi une connaissance, me semble-t-il, et ça, ce n'est pas... étranger à sa personnalité, un intérêt très fort pour ce qu'on pourra appeler aussi les savoirs chamaniques. Je peux parler de cette manière-là ? Voilà. Et la manière dont le Japon a été amené dans la conversation, me semble-t-il, il est d'abord du fait des travaux qu'on a pu mener d'un côté à l'INHA sur des corpus critiques produits par les Africains-Américains, et par l'intérêt que Florence, elle, avait aussi sur le travail qu'elle a commencé à mener sur les Samis. On peut dire ça aussi un peu ? On ne va pas aller jusque-là, mais j'y ai réfléchi un tout petit peu. Et un travail aussi dont vous parlerez tout à l'heure, que vous avez mené au Japon durant le mois de septembre, mais qui vient conforter, consolider le fait que vous avez en fait souhaité... amener cette question de la blackness, qui n'était pas nécessairement un objet sur lequel vous avez travaillé, sur lequel vous avez été amené à travailler, dans ce territoire, en fait, qui nous avait été amené par une sorte aussi d'année festive autour du Japon, et qui, c'est vrai, d'emblée, nous paraît toujours comme ça, comme une sorte de territoire moulé dans un modèle culturel fixe, et où en fait la pénétration culturelle est toujours vue comme étant amenée de l'Occident et du monde européen, et rarement de ce qu'on pourrait appeler de minorités subversives. Et donc là, il y a eu l'idée que quelque chose de subversif, en fait, qui va être traité à l'instant, a pénétré ce modèle culturel qu'en somme, en Europe, on connaît assez peu. Voilà. J'aimerais juste rappeler l'intitulé de la thèse de Florence. Les sculptures ne sont pas uniquement des sculptures, qu'elle a soutenues à l'unanimité, avec les félicitations du jury à l'unanimité en 2014, et qui, en fait, traitait déjà du travail de la réception de l'art inuit par les surréalistes, et qui était déjà un des sujets de votre thèse, Florence. J'aimerais dire aussi combien la manière dont vous investissez vos objets a toujours été pour moi assez, habité par la conscience du respect que vous avez de vos sujets.
Et ça, c'est quand même une des choses que je dois nommer ici et rappeler. Je crois un des éléments forts de cette journée, c'est la rigueur du travail que vous avez effectué pour penser cette question avec, je dirais, toutes les difficultés qu'il y a à convoquer le blackness aujourd'hui, en France, avec cette terminologie anglo-saxonne qui plus est, avec une très forte discussion que nous avons eue au sein de la direction de l'INHA pour maintenir ou pas ce terme en France, et avec la notion du in, c'est-à-dire le terme anglo-saxon qui dit à l'intérieur, et maintenir aussi l'entièreté de l'intitulé dans la langue anglo-saxonne, ici dans un espace où il est, semble-t-il, aussi nécessaire de devoir critiquer le modèle anglo-saxon de la pénétration des concepts sur lesquels nous travaillons. Un des autres aspects que j'aimerais signaler aussi avant avant de vous laisser prendre la parole, c'est dire aussi combien vous avez réussi à mêler vos intérêts pour le primitivisme et l'autochtonie avec les aspects plus contemporains et discursifs de la notion d'art aujourd'hui. Et je vais vous laisser plus amplement en parler peut-être dans votre induction, et qui est une question majeure au moment où, par exemple, il y a tout un débat sur les restitutions. On se doit aussi de penser la manière dont ont été évalués ces objets, avec quel corpus critique et avec quelle distinction civilisationnelle et on pourrait dire l'habitus propre à ces objets. Donc, je vais vous laisser introduire cette journée, mais dire aussi à quel point elle peut donner lieu à l'INHA à un développement assez intéressant et conséquent. Je dois rappeler que ces journées, en général, sont donc, avec votre accord, enregistrées et mises à disposition donc, des chercheurs qui peuvent les écouter si vous donnez votre accord, hein, vous tous participants. Et dire combien c'est important aussi, parce que ça peut avoir une résonance à l'extérieur de ce site-là, mais aussi à l'extérieur du territoire français. Et rappeler que dans le même temps, travailler sur ce qu'on appelle les transferts culturels, c'est au moment contemporain, c'est aussi montrer à quel point la difficulté que nous avons et aussi la nécessité que nous avons à penser les identités artistiques dans ce qu'on pourrait nommer un transnationalisme, si vous voulez, une dynamique critique à l'échelle mondiale qui montre à quel point les frontières, les murs qui ont été établis par un certain nombre de disciplines s'avèrent en fait des murs assez mous, hein, quand on regarde comment les pratiques de radicalité ont acquis aujourd'hui, en tous les cas, on voit très très bien l'intérêt que portent les études postcoloniales sur ces aspects-là. Les pratiques radicales ont profondément marqué les récits culturels et nous devons aujourd'hui se saisir de l'histoire de ces radicalités pour pouvoir en fait entamer une réécriture de ce qu'on nommerait des identités fixes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire, mais je tenais à dire surtout que nous participons de l'écriture d'une nouvelle archive. Florent, je vous laisse la parole et je vais me faufiler dans la salle du fond pour vous écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zaya. Et pour commencer, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à remercier les intervenants d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Alors, je les présenterai évidemment de nouveau avant chaque intervention, mais je tiens à les nommer dès maintenant. Donc, nous avons ici Lucien Clerc de l'Université de Hokkaido, Marc Feustel, curateur indépendant, Michael Molaski de l'Université Waseda, Andrew Armstrong, qui interviendra cet après-midi en visioconférence de l'Université d'État Bridgewater, Hiromi Matsugi de l'Université Paris 8 et Michael Luquen de l'INALCO. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais vous donner quelques éléments concernant la genèse de cette journée avant de dresser un état des lieux ou du moins vous proposer un panorama de la recherche sur le sujet que nous abordons aujourd'hui.
Sujet qui a suscité une certaine surprise et curiosité de la part des collègues, mais tout à fait bienveillante, je vous rassure, traduisant néanmoins son caractère relativement inédit en France. Je dirais en particulier quelques mots du travail de chercheurs et artistes qui auraient voulu participer à cette journée, mais ont été contraints de décliner l'invitation car ils étaient malheureusement pris à cette période par d'autres obligations. Alors je citerai les noms japonais dans l'ordre japonais à partir de maintenant, le nom et ensuite le prénom. Koshiro Yukiko, Manabe Noriko, Onishi Yoichiro et Cecilia Bengolea. Alors cette journée est née à la fois d'un intérêt personnel et d'une découverte. Un intérêt personnel de longue date pour la question noire dans les cultures urbaines et pop japonaises, particulièrement musicales, mais qui était resté à l'état superficiel de curiosité sans que je ne cherche à l'explorer plus avant et surtout pas à travers la littérature scientifique. Car je dois préciser dès maintenant, enfin Zaya l'a déjà fait, mais je le rappelle une nouvelle fois et j'aime bien le faire lorsque je m'éloigne de mes terrains de prédilection, que je ne suis pas spécialiste du Japon, mais des Inuits de l'Arctique canadien. Je fais un grand écart culturel, quoique pas tant que ça non plus, puisque vous le verrez, vous l'avez peut-être déjà vu à travers le programme, cette spécialisation dans le champ des études autochtones a orienté d'une certaine manière cette journée dans ses ambitions et le choix de ses intervenants. Mais le déclencheur de cette journée, cette volonté de réunir des spécialistes de la question noire, de cette notion difficilement traductible de blackness au Japon, ça a été en fait la rencontre avec les écrits de Michael Molasky, que nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui et qui s'exprimera cet après-midi. Alors certains d'entre vous ont peut-être suivi les travaux menés par le domaine Histoire de l'art mondialisé à l'INEHA, mais en 2016, nous avons amorcé un projet sur les périodiques culturels dans le monde non européen, qui s'est articulé autour de 4 journées d'études, un colloque international, une exposition itinérante, qui après avoir circulé au Maroc et aux États-Unis ira à Haïti, une base de données et à venir une publication. Dans le cadre de ce projet, nous avons mené un recensement de revues, journaux, organes culturels qui ont permis l'émergence de voix critiques à travers le monde depuis le XIXe siècle. Le Japon a bien sûr été intégré à ce corpus, mais il est vrai qu'on a orienté le choix des titres en fonction de leur potentiel critique et émancipatoire, privilégiant les mouvements d'avant-garde, prolétariens, anarchistes et les initiatives portées par des groupes non dominants. C'est ainsi que nous sommes intéressés à l'histoire du féminisme à travers la revue Seito, par exemple, mais aussi à mesure à des exemples Ainu ou Burakumin. À travers ce processus a été dégagée la question de l'autochtonie au Japon et en plus des Ainu, celle des Ryukyujin, les habitants de l'archipel Ryukyu, dont l'île principale est Okinawa. J'ai alors découvert les travaux de Michael Molasky et son ouvrage de 1999, The American Occupation of Japan and Okinawa, Literature and Memory, qui a fait date. Dans cet ouvrage, alors je précise que Michael Molasky nous parlera plutôt aujourd'hui de ses travaux récents sur le jazz, mais ces derniers ont partie liée avec des problématiques déjà abordées pour la question okinawaïenne. Donc dans cet ouvrage, l'auteur évoque en particulier la revue littéraire étudiante Ryūdai Bungaku, un petit périodique qui paraît entre 1953 et 1978, qui n'est publié qu'à 500 exemplaires, qui est censuré à plusieurs reprises par les autorités américaines d'occupation, mais qui va occuper une place légendaire pour les intellectuels d'Okinawa. Cette revue est créée à l'initiative du poète Arakawa Akira, qui en 1956, au moment où les mouvements de protestation contre l'occupant américain culminent, publie dans ses pages le poème Yushoku Jinchu, qu'on peut traduire par la race de couleur. Michael Molasky nous explique que dans cette œuvre, Arakawa non seulement déstabilise la construction binaire de la race par les Américains, dans son opposition blanc de couleur ou blanc-noir, en suggérant leur caractère arbitraire, leur inefficacité, mais s'en sert aussi, usurpe cette autorité discursive blanche pour forger de nouvelles alliances entre les peuples de couleur, dans un élan de solidarité transpacifique entre Noirs américains et Okinawaïens contre l'impérialisme blanc américain. Arakawa écrit « Vous qui êtes noirs et nous qui sommes jaunes, ensemble nous sommes la race de couleur ». Cette œuvre que l'on peut considérer comme résistante n'a pas eu une très grande fortune critique, étonnamment, dans l'histoire littéraire okinawaïenne. En revanche, lorsqu'elle est publiée en 1956, elle suscite une réponse forte, la censure, de la part des autorités américaines. Dans cet ouvrage, Michael Molasky souligne également le rapport qui demeure ambivalent aux figures noires américaines dans d'autres œuvres littéraires d'après-guerre. Chez Oe Kanzaburo, Gibier d'élevage, 1957, ou Matsumoto Seicho, Peinture sur fond noir, 1958, rapport qui est en fait constitutif de l'histoire japonaise, en fonction du moment, des groupes émetteurs, des positionnements stratégiques,
différents types d'alliances avec l'Amérique blanche ou l'Amérique noire sont négociés et parfois entremêlés. C'est donc par cet ouvrage que l'importance historique de la question noire américaine au Japon et d'un certain rapport construit à la blackness me sont apparus clairement. Alors je préciserai au passage, pour ce qui concerne la terminologie, que nous avons choisi dans le cadre de cette journée d'utiliser l'adjectif noir américain en un seul mot. Je dois cette suggestion à Lucien Clerc, qui lui-même reprend le néologisme forgé par Eddie L. Harris, auteur noir américain. Alors Lucien me reprendra si je manque d'exactitude, mais qui, il me semble, lorsqu'il arrive à Paris, fait le constat qu'être noir en France et aux États-Unis n'est pas la même chose. Il considère qu'en France, il peut dissocier l'identité noire et l'identité américaine, ce qui joue plutôt en sa faveur, alors qu'aux États-Unis, c'est impossible, et il accole donc les deux mots, en français comme en anglais, pour rendre compte de cette imbrication impossible à défaire. Il nous est apparu que ce néologisme était particulièrement opérant dans le cadre de l'histoire japonaise, puisque la relation à la blackness passe essentiellement par la réception des cultures noires américaines des États-Unis, étendue éventuellement à celles des Caraïbes, notamment jamaïcaines et haïtiennes, et s'articule moins ou autrement à l'Afrique. Cela résulte de la relation donc ambivalente aux États-Unis, et nos intervenants le préciseront, l'affineront certainement, me reprendront peut-être sur le point qui suit, mais il me semble que plus encore que la couleur de la peau, c'est le rapport de domination exercé par les États-Unis, et donc aussi un rapport de classe, qui configure cette relation à un autre radical, noir, tout particulièrement après la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut citer bien évidemment John Russell, professeur d'anthropologie à l'université de Gifu, noir américain, je le précise car il se positionne lui-même ainsi dans ses travaux, qui est le premier sans aucun doute à avoir ouvert ce champ des études sur la blackness au Japon et qui nous donne des clés en remontant le fil historique des contacts entre Noirs et Japonais pour situer des moments de basculement. À travers ses écrits, on apprend notamment qu'au XVIe siècle, les esclaves africains qui accompagnaient leurs maîtres européens au Japon pouvaient avoir pour maîtresse des esclaves japonaises, ce qui montre que l'idée occidentale de hiérarchie raciale n'était pas encore incorporée. Et Russell nous explique que les choses commencent doucement à changer à partir du XVIIe siècle avec l'importation du savoir néerlandais et ses stéréotypes sur l'Afrique. C'est fin XIXe justement que les Noirs américains commencent à intéresser plus particulièrement en raison de leur occidentalisation et de l'exercice de leur lutte dans un pays qui se revendique être une démocratie. En fait, l'exemple africain est encore convoqué jusque dans les années 30, avec l'Éthiopie notamment, mais graduellement, il me semble, va perdre en importance. Koshiro Yukiko, professeur d'histoire à l'université Nihon, qui aurait aimé être parmi nous, met d'ailleurs en évidence dans son excellent article « Beyond an Alliance of Color, the African-American Impact on Modern Japan », deux types d'alliances spécifiques avant la Seconde Guerre mondiale, celle forgée par le gouvernement militaire japonais et celle réalisée par les marxistes japonais depuis la fin du XIXe siècle. Je ne développe pas plus avant car je pense que notre premier intervenant reviendra sur quelques-uns de ces points historiques. Je préfère donner de manière un petit peu elliptique, dans le cours de cette introduction, des points d'appui qui permettront essentiellement de mesurer l'épaisseur historique du sujet. À mesure qu'on creuse, en effet, on se rend compte que ce champ d'études a finalement été investi beaucoup plus qu'on ne pourrait l'imaginer et qui s'est trouvé notamment enrichi par les recherches sur la musique, le jazz, Michael Molaski nous en parlera, mais aussi le hip-hop et le reggae. On ne peut que citer les travaux d'E. Taylor Atkins, Ian Condry, Marvin Sterling, Manabe Noriko, qui aussi était intéressé par cette journée, Andrew Armstrong, que nous entendrons cet après-midi, et bien d'autres. Cette question musicale n'est absolument pas annexe, et c'est la raison pour laquelle elle occupe aussi une place de choix dans cette journée, puisque pour reprendre les mots de Brent Hayes Edwards, la musique figure la possibilité d'un internationalisme noir. Et j'ajouterai qu'elle a souvent un effet moteur dans les prises de conscience. Je souligne aussi à travers la musique la question de la danse et mentionnerai le travail de Cecilia Bangolea, qui malheureusement est en représentation hors de Paris aujourd'hui, danseuse d'origine argentine qui est allée travailler au sein des milieux reggae dancehall en Jamaïque et au Japon, et qui a incorporé cette pratique dans ses performances, ses propositions chorégraphiques et travaux d'art vidéo. La musique a d'ailleurs été aussi à l'honneur lors du colloque de 2013 Between African American and Japanese Traveling Text, organisé à la New York University, qui a donné lieu à un ouvrage de référence sur la question, co-dirigé par William H. Bridges et Nina Kornitz, Traveling Text and the Work of Afro-Japanese Cultural Production to Haiku and a Microphone. Nina Kornitz, dont il faut aussi souligner le travail important sur les Black Faces au Japon, à la fois dans le milieu hip-hop et le milieu plus pop des Kogyaru. Il apparaît justement nécessaire de mentionner l'importance de la consommation populaire des cultures noires américaines dans le Japon contemporain,
puisque c'est le Black Boom des années 80 qui motive des chercheurs à investir ce sujet. John Russell, déjà cité au premier plan, qui part de la présence de figures masculines noires, hypersexualisées dans les médias japonais, pour retracer l'histoire des stéréotypes et des constructions raciales qui les caractérisent dans le paysage culturel national. De l'avis de Stephen Murphy Shigematsu, qui a co-dirigé avec David Blake Willis Transcultural Japan and the Borderlands of Race, Gender and Identity en 2008, il y a en fait eu 2 vagues de chercheurs qui ont abordé les questions plus larges de minorités au Japon. Et la première l'a fait, comme Russell, sous l'angle de la discrimination et de l'exclusion. La seconde vague, sans nier cette discrimination, aurait pour sa part entrepris plutôt d'analyser la complexité des notions de race et de nation à travers leurs frontières et de déconstruire la notion même de minorité en précisant son potentiel hybride. C'est dans ce courant que s'inscrit précisément un troisième auteur qui regrette lui aussi de ne pas être parmi nous, mais dont le travail est absolument remarquable, Onishi Yuichiro, professeur d'histoire à l'Université du Minnesota, qui a signé Trans-Pacific Anti-Racism, Afro-Asian Solidarity in 20th Century, Black America, Japan and Okinawa. En quelques mots, ou un peu plus que quelques mots, car je souhaite vous donner envie de lire cet ouvrage, Onishi Yuichiro s'arrête sur 4 cas paradigmatiques pour démêler les fils complexes de l'histoire d'une solidarité transpacifique entre le Japon et l'Amérique noire. Il commence par examiner l'intérêt, voire la fascination, dans le premier quart du XXe siècle, des militants du New Negro Radicalism, Marcus Garvey en particulier, pour l'exemple japonais qui résiste à la domination blanche. Puis il s'intéresse à la reconduction par W.E.B. Du Bois dans les années 1930-40 de cette provocation pro-japonaise, c'est ainsi qu'il la formule, ce rêve d'une unité panafricaine et panasiatique, cela en dépit de l'impérialisme japonais dont la violence apparaît désormais évidente. Il passe ensuite à l'après-guerre pour faire le récit de la Kokujin Kenkyu no Kai, l'association des études noires qui est créée en 1954 par des marxistes, communistes, espérantistes, antimilitaristes japonais et qui est alors très active dans le milieu militant, qui est surtout persuadé que la meilleure connaissance de l'expérience noire américaine à travers ses luttes, ses discours, ses douleurs, ouvrira la perspective d'un renversement politique d'ampleur, mettant fin aux discriminations raciales et sociales et contribuant à la démocratisation du Japon. Enfin, dans une dernière partie, il s'intéresse à la présence des GI noirs américains à Okinawa et aux alliances que ces derniers tentent de forger avec les mouvements pacifistes locaux. Les premiers sont en effet également victimes de l'impérialisme blanc américain au sein de l'armée et une partie d'entre eux finit par s'opposer à l'occupation américaine. Alors si je tiens à ce niveau de détail, avant même que nos intervenants prennent la parole, c'est encore une fois pour mettre en lumière l'importance heuristique de cette histoire pour le champ des études postcoloniales et pour l'analyse d'histoire élargie à l'échelle transnationale. Il faut aussi mentionner sur le même sujet l'ouvrage de Gerald Horne qui vient de paraître cette année, professeur à l'Université de Houston, Facing the Rising Sun, African Americans, Japan and the Rise of Afro-Asian Solidarity. Alors aujourd'hui, on se focalisera surtout sur le versant japonais, la réception des discours des cultures noires américains au Japon, leur potentiel moteur radical, plus ou moins subversif. Mais, et ça j'y tenais beaucoup, c'est ce qui distingue cette journée du colloque de 2013, une attention particulière sera aussi portée à la question du multiculturalisme au Japon et aux groupes dits minoritaires qui composent sa société, puisque nous parlerons aujourd'hui des Ainu, d'Okinawa et des Ainichi, les descendants d'immigrés coréens. Nous n'abordons pas la question Burakumin, mais nous aurions pu, groupe social marginalisé depuis l'époque féodale, que certains auteurs ont comparé aux parias ou aux intouchables pour essayer de qualifier leur statut dans la société japonaise, mais donc elle aurait pu également être examinée, aussi bien au regard des mouvements de libération Burakumin que de la question du hip-hop. Ian Condry souligne le rapprochement effectué par le rappeur You The Rock entre les discriminations subies par les Burakumin et les Noirs américains. Il faut enfin rappeler que dans les années 90 a lieu un autre boom, celui des études sur le multiculturalisme au Japon. Parmi les travaux pionniers, citons l'article de Stephen Murphy Shigematsu, Multi-Ethnic Japan and the Mono-Ethnic Myth, en 1993, et l'ouvrage dirigé par Michael Weiner en 1997, Japan's Minorities, The Illusion of Homogeneity. Ouvrage qui va marquer, il me semble, un tournant et vraiment ancrer cette perspective multiculturelle, cette prise en compte de la diversité japonaise au sein de la recherche. Plus récemment, on fait date l'ouvrage déjà cité, co-dirigé par Stephen Murphy Shigematsu et David Blake Willis, Transcultural Japan, et celui co-dirigé par Nelson Grayburn,
que j'ai beaucoup de plaisir à citer, Nelson Grayburn, puisqu'avant de s'intéresser aux dynamiques touristiques japonaises, c'est d'abord un des plus grands spécialistes des Inuits. Donc co-dirigé par Nelson Grayburn, John Hertel et R. Kenji Tierney, Multiculturalism in the New Japan, Crossing the Boundaries Within en 2010. Car c'est bien ce mythe de l'homogénéité japonaise, cet essor des Nihon Jinron, que je laisserai le soin à nos intervenants de définir, qui perdure malgré ce développement important des études sur le multiculturalisme au Japon, sujet lui-même qui demeure sensible et qui fait l'objet de critiques par certains chercheurs pour l'aspect prescriptif qu'il peut parfois prendre. Toutefois, cette entrée par le multiculturalisme a l'avantage de ne pas enfermer les groupes et les sociétés minoritaires dans des périphéries sociales et géographiques, ainsi que le précisent Grayburn et Hertel, de ne pas caractériser leur culture comme invisible, en voie de disparition ou d'assimilation, alors que la catégorie japonais demeurerait, elle, stable et uniforme. Bien au contraire, ces études tentent à compliquer la catégorie japonais, à montrer qu'elle est la résultante de contacts, de métissage dès les origines de la formation de l'État Yamato, et certains chercheurs remontent aux traces archéologiques. Plutôt que de contribuer à l'essentialisation d'une altérité qui oppose le marginal au dominant, elles expliquent les sources de l'exclusion et participent de l'écriture de contre-récits. Et l'analyse de l'apport noir-américain au Japon, du rapport à la blackness, me paraît précisément être un outil opératoire pour l'écriture de ces contre-récits. Je terminerai cette introduction en rappelant que si nous n'abordons pas aujourd'hui sur un plan plus anthropologique et sociologique la situation des Noirs africains et américains et des Métis au Japon, celle-ci n'en reste pas moins sous-jacente dans la mesure où cette histoire et sa mise au jour contribuent à la manière dont cette partie de la population japonaise est aujourd'hui perçue et traitée. La question est d'ailleurs particulièrement d'actualité puisque en 2015, la première Miss Métisse japonaise a été élue. Il s'agit de Miyamoto Ariana, qui est moitié noire américaine, ce qui a fait grand bruit dans les médias japonais et dans l'opinion populaire quant à sa capacité à représenter ou non le Japon. Cette année 2018 a connu pour sa part 3 actualités importantes. Le soir du réveillon, on a vu dans une émission télévisée le comique Hamada Masatoshi du célèbre duo Downtown afficher une blackface lors d'une imitation d'Eddie Murphy. Cet acte a suscité une réponse de la part à la fois du grand public, des intellectuels et des acteurs culturels, en particulier Bay McNeil, auteur de la colonne Black Eye au Japan Times, et du professeur John Russell. Plus récemment, la joueuse de tennis Osaka Naomi, dont le père est d'origine haïtienne et qui a grandi aux États-Unis, a battu Serena Williams à l'US Open, devenant la première japonaise à remporter ce tournoi. Elle a été traitée par les médias japonais comme une japonaise à part entière. Enfin, cette année également, Usubi Sako, professeur d'architecture originaire du Mali, a été nommé président de l'université de Kyoto Seika. Il est ainsi le premier noir à diriger une université japonaise. Cette actualité montre que le Japon va graduellement être amené, contraint peut-être d'interroger le mythe de son uniformité culturelle, non seulement au regard de ses nouveaux arrivants, mais aussi de l'augmentation interne de ses métissages et de la présence plus ancienne de groupes et de sociétés dont la singularité a longtemps été tue ou ignorée. Alors avant de céder la parole à nos intervenants, je tiens à adresser quelques remerciements. Tout d'abord à Mai Ito de l'Homme pour son soutien, son enthousiasme vis-à-vis de ce projet, mais également à Emmanuel de Montgazon et Christine Ferré qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Et également, j'adresse mes remerciements à Zaya Ramani, à la direction Linéacha, au service de communication et des manifestations pour avoir permis à cette journée de prendre forme et de se tenir dans ces lieux. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à vous préciser qu'il y aura aussi un cocktail à la fin de la journée. Donc voilà, restez tout le long. Et donc je vais... voilà. Et je vais appeler notre premier intervenant. Ouais, j'appuierai sur le... Tu appuies sur la flèche. Là, et puis d'accord. quand il y aura les vidéos, je viendrai t'aider. Bon, formidable. Je vais juste voir quelque chose. Ah, d'accord. Ça vous aurez une meilleure projection. Très bien. Je vais mettre là, je vais t'introduire quand même. Alors notre premier intervenant est Lucien Clerc, que j'ai beaucoup de plaisir à accueillir, maître de conférence invité à l'université de Hokkaido, où il enseigne le français et poursuit des recherches en ethnologie à l'Institut des médias et de la communication. Ancien boursier du gouvernement japonais, il est docteur de l'EHESS en anthropologie sociale.
Sa thèse intitulée « Transformation socioculturelle des Aïnous du Japon, rapport de pouvoir, violence et résistance aborigène à Hokkaido » a été récompensée très récemment, en 2018, par le prix Shibusawa Claudel. Ces travaux s'inscrivent dans une anthropologie de la violence en contexte post-colonial, cherchant à questionner les différentes formes de gouvernementalité et leurs répercussions sur les sociétés traditionnelles contraintes de s'y adapter. Ces recherches ethno-historiques les plus récentes portent sur les efforts de reconstruction de l'identité aïnou et de son histoire et sur l'influence de la culture noire américaine au Japon. Je te laisse donc la parole. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi, avant de commencer cette conférence, de remercier chaleureusement Zaya Rahmani et Florence Duchemin-Pelletier pour leur accueil exceptionnel, leur invitation à participer à ce colloque et cette très belle introduction. Je remercie également les autres conférenciers et celles et ceux qui me font l'amitié de venir assister à cette présentation aujourd'hui. Alors effectivement, comme vous le savez, le thème de cet atelier de recherche est la réception des discours d'émancipation noirs américains au Japon depuis la fin du XIXe siècle. Je crois que cette initiative de l'INHA fera date, car l'apport noir américain nous invite à repenser la société japonaise dans ses multiples nuances et particularismes. Je précise d'ores et déjà, mais Florence l'a déjà fait, que j'utilise le terme noir américain conformément à la traduction du néologisme Black American de l'écrivain américain francophone Eddie L. Harris, pour lequel j'ai une grande admiration. En ce qui me concerne, je suis ethnologue, j'ai donc écrit une thèse sur les transformations socioculturelles des Aïnous du Japon, et cette longue recherche m'a permis, entre autres choses, de percevoir la pertinence des questionnements identitaires de l'autochtonie et plus largement l'intérêt pour ces discours noirs américains d'émancipation et de lutte sociale de certains intellectuels et artistes japonais transcendant les barrières géographiques et linguistiques. Cet intérêt esquisse les contours d'un multiculturalisme japonais inédit aux nombreuses ramifications, nous invitant à dépasser l'opposition classique Orient-Occident et à réfléchir à cette alliance transpacifique relativement peu connue des solidarités afro-asiatiques, noires-américaines et japonaises luttant contre le racisme institutionnalisé. Ces recherches m'ont amené à de nouveaux travaux concernant les groupes dits minoritaires et leurs efforts de rénovation sociale au Japon, et je m'intéresse aussi à l'importance croissante du métissage dans la société japonaise. Si mon intérêt pour la musique et la littérature noire américaine remonte à l'adolescence, c'est en quelque sorte en vivant au Japon que j'ai mieux réalisé l'influence non négligeable des apports discursifs noirs américains dans l'archipel. Alors, afin de vous accompagner dans cette présentation relativement dense, je vais lancer le fichier des illustrations et vous en annoncer les lignes principales. Tout d'abord, je souhaiterais vous présenter brièvement les Aïnous, que vous connaissez peut-être déjà, puisque c'est grâce à eux et à l'intérêt pionnier de Florence Duchemin-Pelletier pour ces questions que je suis ici aujourd'hui. Alors, vous pouvez observer sur cette carte de Hokkaido que le bassin de peuplement le plus important se situe dans les zones les plus orangées de l'île. J'évoquerai chronologiquement, en essayant de ne pas trop m'étendre, l'influence amérindienne en ce qu'elle a été décisive pour certains membres de cette communauté pour qui les similitudes avec leur propre histoire étaient évidentes. À tel point qu'ils s'organisèrent pour publier un journal destiné aux Aïnous, dans lequel ils encouragèrent les comparaisons et les rapprochements. Alors c'est important, car ils y relatèrent notamment, dès le premier numéro, les actions de l'American Indian Movement, donc l'AIM, un groupe de droit civil des Indiens des États-Unis, fondé en juillet 1968 à Minneapolis. L'AIM et son leader, Dennis Banks, qui fut par la suite un ami très proche des Aïnous, s'inspira du mouvement des Black Panthers, né au milieu des années 1960, avec lesquels il partageait d'ailleurs le même avocat, Matt Banks. De nombreux articles du magazine de l'organisation relatent et soutiennent en des termes élogieux les actions de l'AIM. On voit donc déjà l'importance des luttes noires américaines pour l'autochtonie. C'est en partie grâce au témoignage de Dennis Banks que les Aïnous bénéficièrent indirectement des informations concernant le combat pour les droits civiques des Noirs américains. Cela nous permettra d'assurer la transition avec le thème principal de notre présentation d'aujourd'hui, l'influence noire américaine chez les Aïnous et leurs sympathisants au Japon. Je dresserai d'abord un bref aperçu des intellectuels et des politiciens de tous bords ayant évoqué la situation critique des Noirs américains dès les années 1940, qui montrera l'intérêt japonais ancien et parfois controversé pour cette question.
Nous verrons ensuite comment les Aïnous comparèrent bientôt leur situation à celle des Noirs américains luttant pour leurs droits, alors qu'ils étaient eux-mêmes en pleine recherche de leurs racines et de stratégies pour améliorer leurs conditions. 2 articles inédits du journal Anutali Aïnou mettront en lumière l'amitié des Aïnous pour les Noirs américains et le vif intérêt pour leur combat, tout en soulevant des questionnements inédits sur l'identité, cherchant à dépasser les problématiques raciales omniprésentes dans la plupart des débats de l'époque. J'évoquerai l'importance cruciale de la photographe Yoshida Ruiko, elle-même native de Hokkaido, donc c'est une Dosanko, c'est le terme employé pour désigner les natifs de cette île, et de ses travaux sur le mouvement des droits civiques et bien sûr sur Harlem. Nous verrons enfin comment certains musiciens se passionnèrent pour la musique noire américaine, notamment Oki, le collectif Ainu Rebels et Fukui Ryo, qui fut justement l'un des premiers Dosanko à inviter des jazzman noirs américains à Sapporo, et de quelle façon la jeune génération Ainu intégra par la suite le large spectre des musiques américaines. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappellerai que la population autochtone Ainu de Hokkaido s'élève aujourd'hui officiellement à environ 25 000 personnes, dans un pays comptant un peu plus de 127 millions d'habitants. Elle tente, comme d'autres peuples premiers minoritaires confrontés à des défis similaires, de se réapproprier un passé voilé en raison de l'acculturation de l'ethnie, conformément au souhait d'un pouvoir étatique ayant cherché à accélérer son assimilation. Engagés de longue date, de très longue date même, dans la lutte pour l'obtention et l'application de droits relatifs à leur statut de peuple autochtone, ils furent attentifs aux luttes noires américaines du siècle dernier. En effet, malgré une ostracisation sévère, la communauté Aïnou, dotée d'une capacité de résilience remarquable, se démarque par sa capacité de résistance, forte d'un militantisme ayant élaboré très tôt des stratégies inspirées de la lutte d'autres minorités. C'est vers la fin des années 1950 qu'un important mouvement s'est engagé dans un effort de reconstruction de l'identité Aïnou et de lutte pour les droits civiques, s'exprimant notamment à travers le journal que j'évoquais tout à l'heure, Anutali Aïnu Walela Ningen, donc Aïnou, nous les humains tout simplement, s'inspirant en partie des expériences amérindiennes et noires américaines, dont je vais vous présenter quelques illustrations satiriques. Si la publication s'arrêta au bout de 3 ans en raison d'un manque de financement, elle montre néanmoins l'insertion croissante des militants Aïnous dans un réseau international, dévoilant un multiculturalisme japonais original. Ils cherchaient en effet à désenclaver leur isolement et à faire pression sur un gouvernement peu enclin à entendre leurs revendications. Le désir collectif de mettre fin au système d'aide ségrégationniste incarné par la loi de l'indigénat aliénante, votée en 1899, est tout à fait perceptible. Rappelons que l'île fut intégrée au territoire national en 1868. Cette identité aborigène, en cours de revalorisation, fut dès lors présentée comme un héritage collectif remarquable, en opposition à une culture japonaise écaillée par le racisme académique, dont l'apogée fut atteinte durant la période d'expérimentation de l'anthropologie physique, qui se s'échelonne de 1912 à 1945. Alors juste quelques mots sur cette photo où on voit l'un des professeurs d'une université japonaise dans son laboratoire, qui serait plutôt un cabinet de curiosité morbide, entouré de tous les artefacts dérobés lors de profanation de cimetières, Aïnou, et également toute cette série d'ossements et de crânes qui continuent de vriller la mémoire autochtone hokkaidoise. Elles sont au cœur de débats très vifs sur la restitution de ces ossements. C'est vers le milieu des années 1970 que les activistes se focalisèrent sur une argumentation positionnant les Aïnous comme étant un peuple ou une nation aborigène. Là encore, le terme est important, puisqu'il est directement inspiré des First Nations américaines, cherchant à ce titre à regagner une autonomie décisionnelle, tout en bénéficiant à part égale des opportunités offertes par la société dans laquelle ils vivaient désormais. Ils cherchaient à combattre, en utilisant des stratégies politiques modernes, l'a priori récurrent de leur infériorité raciale et culturelle, et à le transformer habilement en un ensemble de caractéristiques socio-identitaires positives. Ils insistaient sur un lien privilégié à la terre et sur un ensemble de valeurs spécifiques présentées comme étrangères à la société chameau. Alors les chameaux, ce sont les Japonais, en langue vernaculaire, ou vraisemblablement oubliés de celle-ci. Conscience humaniste cherchant à éliminer le racisme, étroite relation avec l'environnement, spiritualité respectueuse des hommes, des êtres vivants et des dieux de l'animisme insulaire. La naissance d'un sentiment d'aborigénéité, si je puis dire, ou d'autochtonie,
aida à définir les orientations du militantisme contemporain. Les Aïnous pouvaient désormais s'appuyer sur une pluralité d'identités réparties en une multitude de pays, partageant en commun l'expérience d'avoir vécu des processus coloniaux brutaux, similaires en substance. Un front uni se constitua ainsi durant cette période d'effervescence afin de contrer le projet étatique, cherchant à nier l'existence de minorités ethnoculturelles au sein de la nation, notamment à travers l'essor des Nihon Jinron qu'a évoqué tout à l'heure Florence. Alors, très rapidement, ce sont des théories insistant sur l'homogénéité supposée du peuple japonais qui furent très en vogue dans les années 70-80. Des liens étroits s'établirent avec les leaders de nations autochtones, renforcés par l'appui de personnalités célèbres comme Dennis Banks, qui les incita à fonder rapidement une organisation non gouvernementale apte à les représenter aux Nations Unies afin d'appuyer leurs revendications. Ainsi, c'est dans ce contexte que se développa l'écriture du magazine Anutali Ainu, dont le comité éditorial était composé essentiellement de jeunes adultes. Il cherchait à résister aux dictats des modèles de comportement socioculturels imposés par le gouvernement et les médias pour qu'ils s'alignent sur ceux de la majorité. Dans le but de lutter contre une acculturation déjà avancée, cette nouvelle génération métissée se lança à la redécouverte de son héritage identitaire, en même temps que dans l'implication politique allant de pair avec lui, tout en s'adaptant à leur nouvelle réalité sociale. C'est à travers la recherche d'aspects socio-historiques et culturels que le comité rédactionnel se mobilisa, comparant bientôt la situation des Aïnous à celle des Noirs américains, luttant pour leurs droits. Cependant, des proches du gouvernement avaient déjà évoqué au Japon dans les années 1940 la situation critique des Noirs américains, cherchant à les utiliser durant une campagne de propagande contre le racisme blanc. Dès le début de la guerre du Pacifique, le ministère des Affaires étrangères publia en effet des pamphlets insistant sur leurs conditions de vie dramatiques et la brutalité de l'Amérique à leur égard. Si l'on peut raisonnablement douter de la volonté du pouvoir impérial japonais de s'allier à eux par pur altruisme, certains virent néanmoins dans cette éventuelle alliance de couleurs une opportunité de contrecarrer l'hégémonie blanche dans le monde. Mitsukawa Kametaro, journaliste et professeur d'études coloniales, avait déjà publié en 1928 un essai précurseur sur le racisme dans la société américaine et la lente destruction de la civilisation noire en Afrique par les puissances européennes. Révolutionnaire ultranationaliste, il avait fondé, dans l'espoir de libérer l'Asie des puissances occidentales, l'éphémère société panasiatique Yuzonsha, qui se traduit par la société des survivants, avec ses collègues Okawa Shume et Kitaiki, futurs symboles du fascisme militaire. Pour Mitsukawa Kametaro, le cri de ralliement panafricaniste de Marcus Garvey, adressé à tous les Noirs de la diaspora en Afrique, le fameux « Return Africa to the Africans », rendez l'Afrique aux Africains, résonnait en une vibrante proximité avec son désir de mettre fin à l'appropriation de l'Asie par l'Occident et accessoirement des autres parties du monde colonisé. Il gardait un profond ressentiment à l'égard des États-Unis et de l'Angleterre en particulier, depuis le rejet de la proposition de la délégation nippone concernant l'égalité raciale des Japonais lors de la conférence pour la paix à Paris, mettant un terme à la Première Guerre mondiale. Asiatiques, Africains et Noirs d'Amérique étant tous victimes de la même oppression, les Japonais, bienveillants et paternalistes, devaient donc soutenir leurs partenaires d'Amérique, leaders en devenir d'un unique peuple noir, dans la révolution raciale qu'ils mèneraient bientôt au cœur même du système américain. Sous sa plume, le panafricanisme devint ainsi littéralement l'un des rejetons du panasiatisme nippon, voué à unifier les peuples contre la suprématie blanche. Toutefois, le gouvernement militaire japonais n'a vraisemblablement jamais souhaité que les Noirs américains prennent de l'importance dans le jeu politique. Même des chercheurs en sociologie comme Kawamura Tadao, dont les investigations sociales sur les conditions de vie de la minorité noire furent à l'avant-garde de ce type d'études, virent leurs travaux récupérés par la propagande d'État anti-américaine. S'ils souhaitaient recruter des prisonniers de guerre dans l'espoir de les japoniser pour critiquer les États-Unis à travers des programmes éducatifs radiodiffusés en anglais, il y en a eu deux notamment qui sont restés célèbres. Le premier, c'était Hinomaru Hour. Non, Hinomaru, c'est le nom du drapeau japonais, qui est devenu par la suite Humanity Calls en 1944. Le ministère des Affaires étrangères partageait en réalité les mêmes notions de hiérarchie raciale que la majorité des Américains.
Incapable de raisonner en d'autres termes que ceux des stéréotypes raciaux, l'homme noir américain, amputé de son expérience singulière, était en définitive considéré par le pouvoir japonais comme un Africain, condamné à une identité unique. En tant que leader du panasiatisme, et donc de tous les peuples d'Asie, le gouvernement militaire japonais cherchait avant tout à imposer sa suprématie et celle de la race japonaise dans le contexte géopolitique de l'époque. Un groupe plus ancien de marxistes japonais, dont Florence a parlé tout à l'heure, impliqué dans le mouvement de démocratisation du Japon depuis 1890, considérait quant à lui les travailleurs noirs américains comme l'avant-garde de la lutte prolétarienne. Katayama Sen, l'un des premiers membres du Parti communiste américain, futur fondateur du Parti communiste japonais en 1922, et l'un de ses proches, l'artiste engagé Ishigaki Etaro, était en effet lié de près à de nombreux groupuscules radicaux défendant les droits des citoyens noirs et avait porté leur cause aux oreilles des camarades restés au pays. On peut observer ici Ishigaki Etaro devant deux de ses toiles qu'il avait peintes pour la Cour de justice de Harlem et qui malheureusement furent assez rapidement détruites par le conseil de la ville de New York, bien sûr, qui jugea ces tableaux offensants. Bien sûr, n'acceptant pas qu'un Japonais interprète l'histoire américaine en donnant aux Noirs américains une apparence très combative et héroïque. Vous pouvez ici voir un autre de ces tableaux, sans doute l'un de ses plus célèbres, qui commémore la marche des vétérans de la Première Guerre mondiale et de leur famille à Washington pour réclamer des primes de guerre qui leur avaient été promises. Avant d'être, bien sûr, réprimés par les troupes fédérales. Leur vision politique, à l'inverse de celle prônée par les militaires, cherchait à renverser le panasiatisme grâce à une union prolétarienne anti-impérialiste mondiale. En ce sens, l'alliance avec les Noirs américains leur paraissait fondamentale. Ils raisonnaient en termes de classe sociale et rejetaient les classifications raciales. Dès le début des années 1930, la partie la plus libérale du monde intellectuel japonais commença à considérer ainsi l'homme noir américain comme un révolutionnaire en puissance. Il cherchait à maîtriser son destin, afin de ne pas être seulement connu comme un descendant d'esclaves, continuant à être enchaîné par une nouvelle forme d'aliénation capitaliste, mais aussi comme un combattant pour la liberté et la justice sociale. Voici une des toiles que nous avons vues tout à l'heure, que vous pouvez observer ici plus en détail, avec les quatre grandes figures de l'abolationnisme, que sont Nathaniel Turner, Frederick Douglass, John Brown et Abraham Lincoln. Cet intérêt ancien des intellectuels japonais pour les Noirs américains continua après la guerre et la défaite du Japon. Il prit notamment la forme d'une société pour les études noires. Tout à l'heure, nous avons vu un des exemplaires, Kokujin Kenkyu no Kai, publiant une revue spécialisée du même nom, Kokujin Kenkyu, qu'on pourrait traduire par Revue des études noires, dès 1954, et toujours en activité, dirigée par Nukina Yoshitaka, dont vous pouvez observer la photo, spécialiste de littérature américaine. Il fonda l'association, pensant que de nombreux points communs existaient entre la situation des Japonais durant l'occupation américaine et celle des citoyens noirs américains, tous deux privés de leur fierté et de leur dignité raciale par l'impérialisme et le capitalisme états-unien. Alors juste un mot sur cette photo. Elle est un peu symbolique parce que c'est justement dans un des ouvrages cités tout à l'heure, d'Onishi Yuichiro, qui est un des chercheurs incontournables sur ces questions-là, qu'on a pu découvrir qu'en fait, c'est en lisant, en découvrant l'une des très rares traductions japonaises de Kokujinlun, intitulée Kokujinlun, donc les théories de la négritude, qui est peut-être l'ouvrage le plus connu de Webb Dubois, qu'il eut une sorte de révélation et décida d'investir ce pan de l'histoire qui lui était totalement inconnu. Il a insisté d'ailleurs auprès des membres de l'association pour dire que pour vraiment comprendre l'histoire américaine, il fallait absolument étudier avant tout l'histoire des Noirs américains.
De nouveaux adhérents de conditions sociales et d'obédience diverses la rejoignirent rapidement, alors qu'elle s'attirait la suspicion du gouvernement américain en raison de son orientation marxiste toujours plus affirmée. À partir des années 1970, où le climat politique en pleine effervescence était parfois dangereux, le comité rédactionnel orienta peu à peu sa ligne éditoriale vers des études culturelles et littéraires, plutôt que de continuer les enquêtes sociopolitiques sur la discrimination et l'exploitation économique menées jusque-là. Vous voyez ici la photo originale, je crois, qui a été reprise tout à l'heure sur la couverture d'un des livres récents traitant de ces questions. Donc Webb Dubois, qui est un des grands sociologues de la culture noire américaine, qui a beaucoup milité pour l'égalité, bien sûr, des droits pour les Noirs américains, qui s'est d'ailleurs déplacé jusqu'au Japon en 1936 parce qu'il pensait qu'une alliance entre les deux peuples pourrait mettre fin à l'impérialisme blanc, entre guillemets. Alors bon, c'est vrai que c'est un paradoxe, puisque l'armée impériale japonaise avait déjà envahi le Manchukuo en 1932, donc on sent quand même des tensions qui sont peut-être un peu mises de côté. Les Aïnous, quant à eux, proches des socialistes japonais, devinrent rapidement eux aussi des sympathisantes de la lutte d'émancipation noire américaine, saisis par l'intensité de leur engagement. Cette fascination pour leur combat égalitaire et les différentes formes d'expression selon lesquelles la culture noire moderne évolua selon les pays de sa dispersion continue toujours de passionner un grand nombre d'Aïnous. Certains poèmes dédiés à la jeunesse noire américaine dans les pages du magazine Anotali Aïnou attestent de la sympathie sincère de certains activistes à leur rencontre. Alors voici un des originaux, un des poèmes issus de cette série, un poème rédigé par Tozuka Miwako, un poème dédié à la mémoire d'un jeune noir décédé, dont je vous propose ici un essai de traduction, pour qu'il serait peut-être trop long à lire, mais qui témoigne, je crois, de cette profonde empathie et de cette sympathie profonde pour les Noirs américains. Cherchant eux aussi à sortir de l'étreinte aliénante du carcan racial, la condition sociale de cette minorité, dont les ancêtres avaient été arrachés à leur continent, doublait les préjudices raciaux habituels d'une oppression de classe, désormais distinctement perçue et formulée par les Aïnous eux aussi. Les autres minorités du pays s'intéressaient également à la lutte du mouvement Black Power, source d'inspiration pour la revendication des droits civiques. Les Aïnous virent dans l'expérience noire américaine une leçon de combativité et un modèle de lutte contre la discrimination que certains souhaitèrent suivre. Leurs alliés wajin, alors encore un terme japonais qui désigne les Japonais non autochtones, à l'instar de la photojournaliste née à Hokkaido, Yoshida Ruiko, invitaient les Japonais à percevoir dans la situation critique de ces modèles du Nouveau Monde les exactions perpétrées contre les minorités ethnoculturelles dans leur propre pays. Ces nombreux reportages sur la vie des habitants du quartier de Harlem dans les années 1960 furent une contribution exceptionnelle à la diffusion du combat pour l'obtention des droits civiques des Noirs américains au Japon. Son ouvrage le plus célèbre, dont nous allons voir maintenant quelques photos, apporte une nouvelle vision de ce quartier emblématique qui devint, grâce à elle, une enclave de chaleur humaine, d'émotions authentiques et de musicalité jazz dans un Manhattan ultramoderne, déshumanisé. Les très beaux textes du poète Kijima Hajime qui les accompagnent sont d'autant plus émouvants que l'auteur fut l'ami et le traducteur de Langston Hughes, acteur majeur du mouvement culturel de l'Harlem Renaissance, avec lequel il correspondit pendant 17 ans. Il fut aussi l'un des grands traducteurs japonais de la littérature noire américaine. On a évoqué tout à l'heure Webb Dubois, mais aussi Amélie Baraka, Morgan Monceau, etc. Et connaissait ainsi très bien les aspirations et la souffrance du peuple noir américain. Quelques autres photos. Alors, on évoquait tout à l'heure son ouvrage principal, Jour de canicule à Harlem, dont voici l'un des héros principaux, Zulu, qui était donc le fils d'un militant assez célèbre, noir américain, de Terry Williams, dont l'épouse était japonaise. C'était Audie, une nippo-américaine qui était, quant à elle, très impliquée dans la lutte, dans l'opposition à la guerre du Vietnam. Il est aussi le petit-fils de Yuri Kochiyama. Alors là, j'ai inversé exceptionnellement l'ordre du nom et du prénom parce qu'elle est américaine, donc je l'ai mis dans le sens classique.
qui était une résidente vraiment très connue de Harlem et une proche de Malcolm X. On peut imaginer que son intérêt pour le combat des Noirs américains vient de sa propre histoire, puisque sa famille avait été emprisonnée dans les camps pour tous les ressortissants nippo-américains durant la Deuxième Guerre mondiale, et qu'elle dut y vivre pendant plus de 2 ans dans des conditions vraiment difficiles. On voit justement ici Yuri Kochiyama qui soutient la tête de Malcolm X le jour de son assassinat. Et une fresque murale également, peut-être que vous l'avez connue, enfin vous l'avez déjà vue, au coin de la 125e rue du Vieux-Broadway, qui célèbre, qui rend hommage à la mémoire de Madame Kochiyama et bien sûr de Malcolm X. Toujours des photos exceptionnelles de Yoshida Luiko, qui témoignent aussi de l'engagement des Noirs américains, de leur militantisme très fort contre l'opposition à la guerre du Vietnam, et puis quelques photos complémentaires illustrant un peu la bande-son de l'époque que Yoshida Luiko a pu prendre, puisqu'elle était très proche de ces acteurs-là, Dizzy Gillespie bien sûr, Roberta Flack, Ray Charles, Miles Davis. Enfin, je vous invite à regarder ce très beau livre qui est un témoignage vraiment exceptionnel de l'époque. Ces témoignages sur Harlem touchèrent les Aïnous en particulier, car leur confinement dans un espace similaire, où ils avaient été plongés à cause de la loi de l'indigénat, les bloquait aux marges de la société japonaise. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas d'autre choix que de partir pour les grandes villes afin d'y chercher du travail et tenter de s'échapper des lieux d'habitation traditionnels, stigmatisant leur identité. Comme le rappelle James Baldwin dans son essai « La prochaine fois, le feu », les espaces collectifs sont autant de lieux de définition de l'individu que des lieux susceptibles de le broyer. Ainsi, Harlem n'était pas le fruit du hasard, mais un moyen conçu par la société pour maintenir le noir à sa place, fruit d'une conspiration criminelle dont le but était en fait de le détruire. James Baldwin fut un acteur essentiel du mouvement des droits civiques, dont il avait été le témoin privilégié, et son mode de pensée n'est pas sans une certaine similarité avec celui des Aïnous. Son observation participante lui permit de mettre en garde sa propre communauté, afin que la revendication noire ne reproduise pas les termes de son oppression, aussi bien dans l'option intégrationniste, qui était plutôt choisie par la petite bourgeoisie, que séparatiste, incarnée par Malcolm X et ses militants. J'évoque son nom aujourd'hui car je crois qu'il est l'un des penseurs essentiels de l'identité, et son œuvre nous rappelle aujourd'hui avec la même intensité que la marge est un centre qui se méconnaît, aveugle à lui-même et à la diversité des centres qui le fondent. D'autres minorités, telles les Burakumines, discriminées en raison de leur métier en rapport avec la mort, se sentaient également proches des Noirs américains et multipliaient les contacts, mais une différence majeure demeurait pourtant. Si le vaste projet du combat pour l'égalité de toutes les victimes de l'oppression économique se dessinait globalement à travers le prisme du marxisme, les Burakumines n'avaient pas à faire face aux barrières imposées par des caractéristiques ethniques distinctes. Les Aïnous subissaient une discrimination qui, en plus d'être liée à la classe sociale et au colonialisme, était aussi d'ordre racial. C'est à cette période qu'apparurent dans les médias des propos ouvertement racistes vis-à-vis des minorités des États-Unis, tenus par des politiciens japonais travaillant pour le gouvernement. Ils eurent une résonance presque simultanée avec d'autres remarques méprisantes tenues à l'encontre des Aïnous. Alors que le Japon était devenu l'une des superpuissances économiques mondiales, ces minorités, comme celles de son allié principal, étaient désormais perçus par certains comme des perdants socio-économiques. Une ambiguïté propre au statut original des Japonais apparaît ici. Seule population asiatique admise dans le cercle restreint des puissances économiques mondiales, elle était aussi maintenant considérée comme un membre à part entière de l'Occident. Pour conserver ce statut privilégié associé à l'idéologie d'une supériorité culturelle blanche, le Japon, comme les États-Unis, devait restreindre leur minorité, exclue d'emblée de tout rôle sociopolitique positif. Alors que les Noirs américains avaient été considérés comme des alliés potentiels par les mouvements socialistes et leurs homologues aïnous, les gouvernements respectifs des deux pays s'empressèrent de combattre en même temps l'ennemi marxiste commun, en quelque sorte, la remise en cause d'une certaine forme de supériorité raciale, encore très prégnante dans la mentalité étatique, et le gêne que représentaient ces voix discordantes à l'uniformisation des relations diplomatiques exclusives entre Washington et Tokyo. Les rédacteurs de la revue Anutali Aïnou
ayant relevé au milieu des années 1970 des similitudes entre les préjudices raciaux vécus par les deux communautés, ne manquèrent pas d'établir une comparaison avec cette minorité étrangère au sol japonais, comme nous venons de le voir. Victimes d'une sorte d'exil dans la colonie intérieure qui était devenue Hokkaido, ils recherchaient tout comme eux leurs racines perdues afin de pouvoir s'appuyer sur elles durant l'âpre combat pour l'obtention des droits autochtones. Si une partie des militants noirs américains se tournaient vers le continent africain, considéré comme une patrie spirituelle pour les trouver en usant du terme « Africa » lors de chacune de leurs manifestations, les Aïnous appelaient quant à eux un retour symbolique à Aïnou Moshiri, donc en langue vernaculaire c'est la terre Aïnou, un territoire physique appartenant à leur nation en phase de conceptualisation, bien ancré dans le temps présent. Son emblème fut bientôt créé par Senazawa Biki en 1973, sous la forme d'un drapeau incarnant la fierté, le combat et la jeune nation des Utali. Cependant, si la solidarité avec les luttes noires américaines était forte, des différences importantes entre les deux mouvements demeuraient, comme en atteste un autre article significatif, dont voici donc la version originale. Oui, ce serait quand même assez laborieux de le lire. Je vous en propose ici un résumé, enfin un essai de traduction. Voilà, mais comme il serait effectivement trop long de le lire, je vais vous en proposer un résumé assez succinct. En effet, il déplore essentiellement que les Noirs américains ne se soient pas plus impliqués dans la lutte et la défense des Amérindiens. Il faut aussi souligner qu'il n'y eut que très peu de velléités indépendantistes dans les rangs Aïnous et aucune volonté de créer une milice armée. Le désir d'être assimilé à la société japonaise, hérité de la génération d'avant-guerre, demeurait le plus fort, à condition toutefois que la farouche volonté de la jeune garde d'affirmer son originalité ethnoculturelle soit respectée. Puisant ses racines antiques dans le peuplement originel du Japon, la jeune génération militante souhaitait obtenir des droits particuliers et la possibilité de se réapproprier avant tout le contrôle d'un passé marqué par la violence coloniale, alors que l'historiographie japonaise continuait de présenter à tort l'île comme une terra nullius. On voit ici s'agencer distinctement les problématiques internationales de la lutte pour les droits autochtones. À la recherche d'une voie médiane, la jeunesse aïnou souhaitait, en parallèle de ces réajustements, pouvoir elle aussi jouir des larges ressources économiques dont disposait la nouvelle société japonaise dans laquelle elle vivait. L'un des enjeux de taille du militantisme politique aïnou était justement de pouvoir rendre possible une nouvelle existence métisse, s'inscrivant dans un vaste réseau d'altérité, s'agençant entre tradition écologique et expression de la modernité, coutumes aïnou et insertion dans l'économie de marché, performances rituelles animistes et vie japonaise au sein d'une société continuant à les rejeter. Partageant le fait d'avoir une identité à reconstruire avec les Noirs américains, dont la culture avait été longtemps dénigrée et présentée comme primitive et peu digne d'intérêt, de nombreux musiciens aïnous s'inspirèrent dès lors de leurs apports musicaux métissés pour exprimer à leur tour leur singularité, leur sensibilité et une partie de leurs revendications. Comme ce colloque cherche à le montrer en adoptant une vision panoramique de la Japonésie, la vivacité de la scène musicale des minorités ethnoculturelles du Japon ne cesse de puiser dans ces vecteurs culturels fondamentaux que sont le reggae, le hip-hop et le jazz pour exprimer leurs propres spécificités culturelles. C'est ce volet musical de l'apport noir américain que nous souhaiterions survoler maintenant à travers quelques noms. Le musicien aïnou le plus célèbre est sans aucun doute Oki Kano, un virtuose de la guitare tonkoli dont la célébrité ne cesse de s'accroître, comme en atteste sa venue récente au Transmusical de Rennes en 2017. Il mélange avec son groupe Aïnou Dub Band les sonorités de cet instrument des Aïnous de Sakhalin à celles d'un genre musical inspiré du reggae, dont le message de résistance face à l'oppression continue de séduire de nombreuses minorités luttant pour la reconnaissance de leurs droits fondamentaux. Comme c'est le cas pour beaucoup de jeunes Aïnous, Oki n'a découvert son héritage aborigène qu'à l'âge de 24 ans, n'ayant jamais su auparavant que son vrai père était Senazawa Biki, l'un des grands artistes de l'art moderne dont nous avons vu tout à l'heure le drapeau. C'est lui qui l'a créé. Sa mère s'étant mariée avec un homme wajin, tout comme elle, lorsqu'il n'était qu'un enfant, cette révélation fut pour lui décisive. S'ensuivit alors une crise identitaire et un départ pour les États-Unis, afin de s'éclipser pour un temps dans l'anonymat des foules new-yorkaises. Il s'intéressa à la culture urbaine, alors que le hip-hop connaissait son âge d'or à cette époque, inspiré des premiers toasters de la diaspora jamaïcaine. Il revint au Japon et s'installa à Hokkaido en quête d'une partie de ses racines. Son cousin lui offrit alors un tonkoli, guitare traditionnelle dont les 5 cordes au son unique ne se retrouvent nulle part ailleurs en Asie. La pratique de cet instrument devint son quotidien et élabora petit à petit le renouveau de la chanson aïnou,
la métissant comme ses ancêtres le faisaient déjà il y a plus de 400 ans avec de nouvelles influences. Inspirés par son travail, de jeunes Aïnous de la banlieue de Tokyo, avec à leur tête la musicienne Sakai Mina, créèrent en 2006 un collectif de 15 membres reprenant les 3 activités fondamentales du hip-hop, la musique, la danse et l'expression graphique. Leur objectif principal était de diffuser une culture aïnou décomplexée et débarrassée de ses stéréotypes avec les moyens d'expression typiques de la culture urbaine pour la moderniser et la diffuser au plus grand nombre. Voici donc un court extrait de l'une de leurs performances. Voilà, ça c'est une autre illustration, pardon. La voilà. On pourrait commencer à 1 minute 45. Alors après, il y a toute une interview passionnante pour ceux qui sont intéressés par le sujet. C'est assez remarquable. On a donc pu voir ici les rappeurs donc du collectif qui expriment sur des instrumentaux mêlant musique traditionnelle et rythme moderne leur droit à la différence et les difficultés liées au fait de grandir frappé d'ostracisme dans une culture japonaise aussi normalisée en apparence. Le groupe mit fin à ses activités en 2010 pour permettre à ses membres de s'investir dans d'autres projets plus personnels. Enfin, je souhaiterais évoquer le nom de Fukui Ryo, un pianiste incontournable né à Bilatoli, que j'ai eu la chance de connaître, dont le talent et les efforts ont beaucoup contribué à la diffusion du jazz au Japon et à Hokkaido. Il évoquait parfois ses origines aïnou lorsque j'allais le voir à Slowbot, son club de jazz de Sapporo, désormais dirigé par son épouse Yasuko. Sa rencontre avec le jazz fut pour lui décisive en ce qu'il y trouva un moyen d'expression privilégié à une période de sa vie où il traversait une crise identitaire profonde liée à sa double culture. Il est à mes yeux l'un des plus grands jazzmen japonais et je vous invite à découvrir en particulier cet album extraordinaire, Scenery, dont vous pouvez voir ici la jaquette. Alors le choix a été difficile, mais plutôt que de vous faire écouter un extrait trop court de sa musique, je souhaiterais vous montrer un passage de cette classe de maître à New York en 2016, dirigée par Barry Harris, qui fut l'un de ses amis proches. Il y joue un morceau spécialement composé pour lui, Fukai Aijo, affection profonde, qui témoigne des liens d'estime réciproques entre les deux hommes et leurs cultures respectives. Alors on pourrait commencer à 3 minutes 20. Voilà. C'est juste un extrait. So I played for my friend Rio, who I love dearly, and who he had improved so much. It's so weird, he had improved so much all of a sudden, and it's just a tragedy that he died. And so to all his friends I say, I wish I was there. Thank you.
Voilà, je crois que c'est un témoignage d'amitié vraiment très profond. Alors, il y a juste un petit, voilà, un petit extrait. Ça, c'est pas moi. Voilà. Enfin, cette présentation ne serait pas complète sans un mot sur le métissage des identités et l'ouverture progressive aux altérités composant la société japonaise de plus en plus visible. Ainsi, Miyamoto Aliana comme Osaka Naomi ont toutes deux fait l'actualité récente des médias japonais dans leurs domaines respectifs, malgré des dénigrements parfois sévères, comme l'a évoqué tout à l'heure Florence, et invitent à dépasser les notions de pureté ayant longtemps conditionné l'appartenance à la japonité, dans un pays où l'homogénéité supposée du peuple, grand mythe de l'après-guerre, reste prégnante. J'espère avoir témoigné de l'importance de la culture et des discours d'émancipation noire américains chez les Aïnous et souhaiterais conclure cette présentation sur une dernière photographie d'Ishikawa Mao dont Marc Feustel va maintenant vous parler, faisant ainsi le lien entre les deux extrémités de l'archipel. Elle témoigne, je crois, de la préoccupation commune des minorités du Japon, la reconnaissance des identités plurielles constituant la société japonaise dans ses multiples nuances et singularités. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci beaucoup, Lucien, pour ce brillant exposé. C'est moi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions tout de suite. Alors moi, j'aurais peut-être une question à te poser concernant Anutari Ainu. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, la manière dont la revue a été fondée, sa diffusion? Et je m'interroge aussi surtout sur sa conservation, son accès aujourd'hui, surtout pour les Aïnous. Et est-ce que les Aïnous regardent d'une certaine manière ce passé historique militant et le réutilisent aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai que c'est une question importante parce que ça n'a vraiment pas été facile, par exemple, pour moi qui est assez facilement accès à ce type d'archives, de les trouver. Donc là, justement, je suis impliqué dans un projet avec quelques militants Aïnous pour leur rediffuser ce travail, en fait, qui a vraiment été une des bases, à mes yeux en tout cas, de ce que pouvait être le militantisme japonais dans les années 70. Alors eux-mêmes sont très demandeurs depuis qu'ils ont pris connaissance de cette revue, d'ailleurs qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes, c'est dire il n'y a eu pas beaucoup de numéros, comme je le précisais tout à l'heure. La revue n'a duré que 3 ans pour je crois une quarantaine de numéros, mais qui sont très très intéressants, comme on a pu le voir à travers ces 2 petits articles, où on se rend compte que les Aïnous étaient très au courant, non seulement des luttes des autres peuples autochtones que celles des Noirs américains, où ils évoquent des grands penseurs de ces mouvements-là. Par exemple, James Baldwin, ils en parlent, ils sont au courant de tout ça. Et ce qui serait sans doute bien, c'est ce collectif-là avec lequel je travaille en ce moment, ça serait peut-être de ressortir un équivalent contemporain, ou en tout cas de republier tout ça. Donc voilà, c'est assez compliqué pour les Aïnous. Ils sont très en demande là de cet historique du militantisme, en fait. Voilà. Donc c'est un des projets sur lesquels je travaille présentement. Voilà. Et je ne manquerai pas de t'envoyer les revues, si tu veux. Oui, j'ai une question sur le terme aborigène. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ils utilisent ce terme-là? Alors, aborigène, en fait, c'est moi qui l'utilise. Eux, en japonais, ils utilisent essentiellement le terme Shosu-minzoku, ou bien Senjumin. Alors, c'est une volonté politique délibérée qui s'inscrit dans tout ce mouvement de revendication et bien sûr de tentative de se réapproprier des droits autochtones. Donc on peut dire autochtone en fait. Moi j'utilise le terme aborigène parce que c'est vrai que c'est le terme qui me semble le plus adéquat, mais autochtone, bon, c'est le même. Ça dépend des pays en fait. Voilà. Au Japon, on emploie plus autochtone qu'aborigène. Moi, bon, je pense qu'aborigène, ça fait une référence
Oui, voilà, aux Australiens. Donc c'est peut-être plus parlant parce que les Aïnous sont dans un tel besoin de reconnaissance en fait par rapport à ce qu'ils sont. Donc voilà, moi j'utilise ce terme-là, mais bon, c'est un peuple autochtone, voilà, qui est officiellement reconnu depuis 2008. Après tous ces efforts, c'est justement le seul peuple autochtone du Japon, ce qui n'est pas sans créer de nouvelles tensions, puisque eh bien, le peuple des Ryukyu, Okinawa, est très au fait du militantisme aïnou, et je crois qu'il ne va pas tarder à lui aussi demander une reconnaissance identique, en les mêmes termes. Mais alors, les Ryukyu, ils sont plus d'1 million. Les Aïnous, ils sont 25 000. Alors, ça c'est officiellement, mais officieusement, il y a plus de. Enfin, ce sont des chiffres qui sont très difficiles à évaluer, puisqu'on dit qu'il y a plus de 300 000 Aïnous, mais ce qui est très compliqué, c'est de s'entendre sur les termes de l'appartenance identitaire à l'autochtonie. La plupart des Aïnous sont métissés, c'est pour ça qu'il y a vraiment des points communs avec les Noirs américains. Il y a toujours un métissage à un degré ou à un autre, il y a toute une identité à reconstruire. Donc c'est quand même assez important, je crois, pour eux. Voilà, j'espère avoir pu répondre à votre question. Moi, ce n'est pas une question, c'est d'abord un remerciement. Je vous remercie infiniment de cette intervention. J'ai trouvé ça remarquable en même temps de nous réinscrire en fait dans une certaine internationale des luttes dont on se rend compte chaque jour à quel point la lutte des Africains-Américains par leur militantisme aussi, mais par l'effort de chacun, parce que on voit Webb Dubois, mais nous savons à quel point, bien avant Malcolm X, un certain nombre d'entre eux, avec beaucoup de difficultés, ont traversé les continents pour soutenir des causes, dont celle dont vous nous avez parlé aujourd'hui. C'est de cela dont je voulais témoigner moi en vous disant à quel point c'est très important dans ce que nous constituons comme archive à l'INHA d'avoir aussi connaissance de ces objets sur lesquels vous travaillez. Je vous en remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie encore de cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, nous te remercions infiniment, Lucien. Et effectivement, nous sommes vraiment très contents d'avoir à l'INHA une communication sur les Aïnous. C'est peut-être inédit, non, quand même.